Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself. Je suis Julie Danet, coach business et leadership et mon objectif est simple. Je suis là pour t'accompagner dans le développement de ton business et de ton mindset pour t'aider à passer au niveau supérieur et devenir un ou une véritable chef d'entreprise. Alors si tu as besoin d'aide pour gagner en clarté, avoir un œil extérieur et monter un business aligné avec toi-même, rejoins-moi sur Instagram ou sur LinkedIn pour en discuter. Salut Elodie, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui sur Beyond Yourself, le podcast. Comment vas-tu ? Ça va bien, Julie. Je suis ravie aussi de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui sur la délégation, qui est un grand sujet. Oui. Et je te remercie beaucoup de m'avoir invitée sur ton podcast pour en parler. Eh bien, écoute, le plaisir est pour moi. J'ai le plaisir de t'accompagner depuis quelques mois maintenant sur le programme Beyond de Solopreneur. Et je sais à quel point tu maîtrises ton sujet et tu vas pouvoir nous donner un maximum de pépites pour que la délégation devienne un jeu d'enfant. Donc, j'ai vraiment hâte que tu nous partages tout ça. Mais avant de démarrer, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter pour nos auditeurs et nos auditrices ? Alors, donc moi, je suis Élodie, je suis formatrice en management bienveillant. J'ai une activité via Smile à Job sur le management depuis à peu près 2 ans maintenant. Et je l'ai notamment faite en parallèle de mon job salarié pendant très longtemps. Et je me suis lancée à 100% en indépendante sur ce sujet depuis octobre. J'ai une expérience en 14 ans en management, donc je suis passée à la fois par des grands groupes et des PME. Et j'ai eu la chance d'évoluer en fait dans ma plus grande expérience professionnelle qui a duré 12 ans, de contrôleur de gestion à directrice générale. Et du coup, j'ai managé des équipes tant opérationnelles que des responsables de service, etc. Et je me suis découvert une passion pour le management et les autres et la relation aux autres un petit peu après mon burn-out que j'avais fait il y a 5 ans. En fait, je me retrouvais à manager comme je ne voulais pas. En fait, j'étais la personne qui sanctionnait, qui donnait les mauvais points, on va dire, qui n'osait pas prendre sa place aussi en réunion, etc. Et je me posais vraiment des questions dans le sens que je voulais donner à ma carrière et surtout à mon management. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser un peu au développement personnel, à voir un peu des méthodes ou des techniques de management. Et là, ça a été vraiment la révélation. Tant pour moi dans la curiosité ou la connaissance que dans l'accompagnement de mes équipes. Et j'ai eu d'excellents retours à partir de ce moment-là. Et du coup, je sais ce qu'il faut pas faire et je sais ce qu'il faut faire. C'est l'avantage. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui pour nous partager tout ça. Exactement. Et à la louche, tu dirais que tu avais passé combien de personnes et combien de personnes tu as formées en management ? Waouh. Alors, j'ai managé, on va dire, 70 personnes à peu près. Ok. Ouais, on doit être entre 50 et 70 facile. Et après, j'ai formé via mon activité Smile à Job. J'en suis à une 20aine de personnes déjà, accompagnées depuis 2 ans. Trop bien. Eh bien, félicitations. Et maintenant, première Merci. question, on va rentrer direct dans le vif du sujet parce qu'on n'est pas là pour enfiler des perles. Quels sont les plus gros freins que tu rencontres quand tu manages des personnes et quand tu formes les personnes au management ? Alors, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, si on part dans le management de façon globale, les personnes n'ont pas du tout confiance en elles et en leurs compétences de manager. Elles sont persuadées qu'elles sont pas faites pour ça. Elles sont persuadées qu'elles sont pas à la bonne place et qu'elles ne sont pas la bonne personne pour manager leur équipe. Pour plein de raisons. Ça peut être un manque de confiance en soi, ça peut être des expériences passées aussi où on ne se sentait pas à sa place. Ça peut être lié à des équipes des fois difficiles où on ne sait pas comment les gérer. Et tout simplement, on n'ose pas être soi et on n'ose pas manager comme on aimerait manager par peur du conflit, par peur de vexer, par peur de se tromper. Il y a énormément de freins par rapport à ça. Voilà, on a envie d'être la manager parfaite, j'ai envie de dire. Il y en a beaucoup qui idéalisent ça, en oubliant qu'on est juste des humaines et que l'erreur fait partie du jeu et que le management, c'est un long fleuve pas vraiment tranquille et qu'il y aura toujours des problématiques à gérer, des conflits. Voilà, un monde de management sans conflit, sans choses compliquées à gérer, ça n'existe pas. Et donc, être la manager parfaite, c'est juste impossible. Donc déjà, le premier pas à faire, c'est s'enlever cette idée-là de la tête. On va faire des erreurs, on va se planter. On va pas réussir avec toutes les personnes. Il y a des personnes que j'ai jamais su manager, que j'ai jamais su accompagner comme il faut, même dernièrement, avec toutes les méthodes ou les techniques que je peux connaître. Et c'est OK. Voilà. On est la bonne manager pour certains profils ou certaines personnes, comme on peut être un mauvais manager aussi.
c'est impossible de fédérer et de manager à 100% et de faire l'unanimité. Voilà. C'est vraiment le premier frein que je vois, en tout cas dans le management dans sa globalité, c'est le manque de confiance en soi, le manque de confiance en ses compétences et de se dire est-ce que je suis à la bonne place ou pas, est-ce que je suis légitime pour faire ça. Ok, c'est super intéressant ce que tu dis sur la partie justement, on n'est pas capable de manager tout le monde. Et c'est vrai que moi, alors j'ai managé beaucoup moins de personnes que toi, mais j'ai dû en voir passer quand même une bonne dizaine, tu vois, depuis le début de ma carrière. Et tu te rends compte à quel point c'est très fluide avec certaines personnes et tu sens que tout de suite, enfin, on se comprend, il y a une connexion, on est là, on peut se dire correctement les choses sans que ce soit trop compliqué et tout de suite ça match. Et tu te rends compte qu'avec certaines personnes, tu es un peu plus tout le temps dans la lutte et il y a un truc qui colle pas, quoi. Et c'est vrai que tu peux avoir tendance à te dire, merde, est-ce que c'est moi qui fais mal les choses? Est-ce que c'est l'autre qui sait pas prendre les choses non plus? Et en fait, tu remets vraiment un peu tout en question autour de ça. Donc je trouve que c'est super important de souligner qu'effectivement, ben, des fois ça matche pas et c'est ok, quoi. On est des humains et tous les humains ne matchent pas tous entre eux, quoi. Complètement. Après, on peut faire beaucoup d'efforts pour essayer d'améliorer les choses. Ça fait partie de notre boulot, hein, Bien sûr. d'essayer de bien communiquer, de bien manager, bien évidemment. Il faut se remettre en question. Mais des fois, on a des personnes en face de nous qui peuvent être dans une phase personnelle compliquée, qui peuvent avoir un manque aussi de confiance en elles. Enfin, il peut aussi y avoir plein de raisons sur lesquelles on n'a pas la main Bien sûr. et sur lesquelles on peut pas du tout agir malgré tous les efforts qu'on peut mettre. Et même si on est la meilleure manager du monde, voilà, il y a des personnes avec qui c'est pas le moment ou c'est pas les bonnes personnalités et c'est ok. C'est pas pour ça qu'il faut tout laisser tomber et dire cette personne-là, je m'en occupe pas. Mais une fois qu'on a fait tous les efforts, qu'on a tout mis en place, etc., il faut peut-être juste accepter la situation et savoir que ça sera peut-être un peu compliqué et arriver du coup à prendre un peu de distance par rapport aux problèmes qu'il peut y avoir et s'enlever un peu de charge mentale aussi par rapport à ça. Totalement. Je suis totalement d'accord avec toi. Et se concentrer sur les personnes avec qui ça se passe bien et se focaliser sur le fait que s'il y a des personnes avec qui ça se passe bien, c'est qu'on sait manager et qu'on est faite pour ça. Voilà. Il faut aussi se focaliser là-dessus et pas que sur le côté « j'y arrive pas avec certaines personnes ». Ouais, totalement. Et il y a un truc super important à rappeler aussi ici là-dessus, c'est que tu peux faire ce que tu veux, la manière dont ça va être reçu par la personne en face ne t'appartient pas et tu n'as pas la main dessus. Donc, super important de mettre un gros focus sur toi, ce que tu peux faire à ton niveau, mais ne pas s'acharner, par contre. Parce que effectivement, parfois en face, ça passera pas comme tu l'avais souhaité ou comme tu l'avais potentiellement anticipé. Mais ouais, super, super important. Ouais, juste pour donner un exemple concret qui me vient en tête par rapport à ce que tu dis, très rapide, j'ai une collègue que j'ai managée pendant longtemps, qui m'a fait un retour là récemment sur une réunion. La réunion s'est très bien passée pour 5 personnes et la réunion s'est mal passée pour 2 personnes. Ouais. Et c'est juste des interprétations différentes, une réception différente et il y a quand même 5 personnes qui ont trouvé que la réunion était super, 2 personnes qui ont trouvé ça vraiment nul, où le message n'est pas du tout passé. Et malheureusement, on va se focaliser sur les 2 personnes avec qui ça s'est mal passé. C'est ça. Voilà. Et effectivement, on contrôle pas comment c'est perçu. Tout à fait. Ouais, clairement. Et l'être humain retient le négatif. On adore ça. Complètement. Ok, donc premier frein, tout ce qui est manque de confiance en soi de manière très générale. Et ensuite, qu'est-ce que tu as pu rencontrer, toi, comme frein au niveau de la délégation alors? Alors là, il y a plein de choses qui se passent dans la tête. Donc en deuxième frein, moi, que je vois, c'est le fait de vouloir tout maîtriser et de garder le contrôle sur tout. Il y a un côté un peu contrôle fric chez pas mal de personnes quand même. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai eu beaucoup. Et c'est le fait de vouloir tout maîtriser, tout contrôler, mais jusque dans le moindre détail de la taille de la police dans la présentation PowerPoint, par exemple. Ouais. Voilà. Et ça, je le rencontre tant dans le management que... Alors moi, en tout cas, je l'ai vécu tant dans l'aspect management en tant que salarié. Pendant très longtemps, j'ai eu beaucoup de mal à déléguer. Je voulais être au centre de tout, que tout passe par mes mains. Et c'était vraiment un frein vis-à-vis de moi et vis-à-vis de mes équipes aussi, surtout. Et je l'ai constaté aussi dans mon activité d'entrepreneur, puisque là, j'ai commencé à déléguer tout mon contenu il n'y a pas longtemps, depuis 1 mois. Eh ben oui, on va rentrer dans le détail. Là, on va changer la couleur de ça, on va pas prendre la bonne taille de police, etc. Et c'est vrai qu'il y a un aspect, je veux tout contrôler, que tout soit parfait du moment que ça sort et que c'est visible à tout le monde. Donc, il y a vraiment ce frein-là où il faut arriver à lâcher prise sur toujours ce côté un peu parfait, ce côté impeccable de ce qu'on doit rendre, de ce qu'on doit faire. Et dans la délégation, du coup,
Si on n'enlève pas ce frein-là, on va tomber dans le micromanagement. C'est-à-dire qu'on va limite tomber dans le fait de surveiller chaque fait et geste de la personne qu'on gère, et c'est pas le but. Donc vraiment, la croyance que je dois tout contrôler, tout vérifier est très forte et empêche souvent la délégation, déjà de se passer, et de deux, va freiner la délégation si elle a lieu et va empêcher qu'elle se fasse correctement. Ça, c'est vraiment le deuxième frein que je rencontre, c'est se concentrer vraiment sur le comment, les étapes, la méthode, plutôt que sur le résultat. Donc moi, je conseille vraiment de rester focus sur le résultat. Du moment que le résultat est là et présent, c'est pas grave si c'est pas parfait et si c'est pas un 20 sur 20 sur ce qui a été fait par la personne à qui on a délégué la tâche. Ouais, totalement. Et puis, il y a un tout petit morceau que tu as dit et qui, moi, m'interpelle aussi sur le côté, j'avais envie qu'on me voie finalement. Tu vois, donc je pense qu'il y a un vrai sujet sur le côté lâcher prise au niveau de la perfection, au niveau de c'est pas totalement à l'image de ce que j'avais en tête, donc ça me ressemble pas à 100%, mais se poser aussi la question, tu vois, de pourquoi c'est si important pour moi. Qu'est-ce que je vais rechercher en fait en contrôlant tout? Est-ce que c'est parce que j'ai besoin de plus de lumière? Est-ce que j'ai besoin qu'on me reconnaisse davantage? Est-ce que c'est ma manière à moi, tu vois, d'être sur le devant de la scène et si du coup je lâche la chose, bah on me voit plus en fait. Je suis dans l'ombre et ça m'appartient plus et je trouve qu'il y a un vrai sujet, tu vois, peut-être à aller creuser là-dessus. Je sais pas ce que t'en penses et ce que t'as peut-être rencontré sur ça, mais je pense qu'il y a un vrai truc, tu vois. Alors là, les auditeurs et auditrices peuvent pas me voir, mais j'avais un grand sourire quand tu as Oui. commencé à parler. Sur ça, je pense que tu l'as vu. Oui. Tout simplement, c'était mon troisième frein, en fait. Ah mince. Ah, c'est une bonne transition. Donc, t'as anticipé. Voilà, c'est une très belle transition. En fait, dans la peur de la délégation, il y a aussi le fait de se sentir inutile. Donc, tu l'as formulé différemment, Ouais. le fait de ne pas être dans la lumière. Mais c'est en fait, des fois, on se dit, et même moi, je l'ai vraiment vécu, c'est, OK, une fois que j'aurai délégué ça, je sers à quoi? Ouais. Alors ça, je l'ai vraiment vécu dans mon salariat. OK, je suis directrice. Une fois que j'aurai délégué cette partie-là, je vais servir à quoi? J'ai plus d'opérationnel à faire. Et en fait, l'opérationnel nous rassure parce que c'est ce qui est visible. Le management, l'aspect relationnel, émotionnel, etc., n'est pas visible. On va dire même dans une entreprise que ce n'est pas ça qui amène du résultat. Je suis vraiment dans l'extrême, mais beaucoup de personnes pensent comme ça. Oui. Donc forcément, ça nous renvoie dans l'idée, voilà, quel va être le sens qu'on va donner à notre boulot, qu'est-ce qu'on va faire, on va pas être visible, Moi, je me suis dit, mais on va penser que je sers à rien, on va me virer. Enfin, c'est vraiment ça qu'il y avait dans ma tête et qui m'empêchait de déléguer. Et là, c'est vraiment se poser et réfléchir à quelle est notre vraie valeur ajoutée, en fait. Ouais. Notre valeur ajoutée, c'est peut-être pas les tâches opérationnelles, c'est peut-être notre domaine d'expertise, parce qu'on fait ça depuis longtemps, parce qu'on a été formé là-dessus par nos études ou par notre expérience. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal à accepter de ne plus faire d'opérationnel. Ouais. C'était ma valeur refuge, en fait, entre guillemets. Ouais, voilà, je montrais que j'existais. Et j'osais pas aller dans cet aspect management pur, c'est-à-dire, je t'aide à progresser, je t'aide à avancer. Comment est-ce que je peux déterminer avec toi tes axes d'amélioration? Quelles sont les ressources que je te mets à disposition pour avancer? Quelles questions je te pose pour progresser? Voilà. Et ça, j'avais du mal à comprendre que c'était aussi ma zone de génie et qu'en fait, j'étais encore plus performante là-dedans que dans l'opérationnel. Et c'est un passage qui est un peu compliqué à faire parce que voilà, on se dit, on va plus me voir, je vais être inutile parce que j'aurai pas de rendu physique palpable en fait vis-à-vis de ma direction ou ça peut être aussi vis-à-vis de son entreprise ou de son business si jamais on est entrepreneur. Il y a vraiment ce côté-là. Le management, alors ça peut être du management, ça peut être aussi s'enlever certaines tâches pour se dédier à de la stratégie. Ça peut être plein de choses. Où moi, mon patron, à une époque, m'avait délégué beaucoup de choses parce qu'il voulait se concentrer sur des investissements à faire et sur une autre société à gérer. Il peut y avoir plein de raisons dans la délégation de pourquoi est-ce qu'on souhaite déléguer. Mais du coup, voilà, c'est accepter que on sera effectivement moins visible, mais on va quand même servir à quelque chose. Voilà. Ouais, c'est ça. Et c'est drôle parce que je fais totalement le parallèle avec le boulot de coach. Tu vois, t'es là dans l'ombre finalement, et c'est dans l'ombre que tu vas briller le plus. C'est très philosophique ce que je viens de sortir. C'est magnifique. Mais je trouve que c'est ça, tu vois. C'est la même chose, c'est que tu dois être présent, tu dois accompagner, mais tu dois pas te mettre en avant finalement, parce que ton job, quand tu délègues, c'est de mettre les autres en lumière et de les accompagner et de les développer et de les faire grandir, etc. Et je trouve que c'est un peu la même chose en tant que coach. Et c'est les vraies problématiques. La transformation, elle est ailleurs, elle n'est pas visible tout de suite, mais elle est différente en fait, tout simplement.
Ouais, c'est ça. Faut accepter que ça soit différent. Et c'est marrant le parallèle que tu fais avec le métier de coach, parce que moi, je dis souvent que l'avenir du métier de manager, en tout cas en entreprise, c'est celui d'être un manager coach. C'est de se mettre en position basse pour faire briller les autres et les aider à se développer. Donc, c'est marrant que tu aies fait ce parallèle-là, parce que pour moi, c'est clairement l'avenir du métier de manager. Ouais, tout à fait. Et je trouve que, en fait, je sais pas ce que t'en penses, mais au niveau un peu historique, la définition du manager, elle n'est pas celle qu'elle est aujourd'hui. Tu vois, pour moi, le manager de base de il y a des années et des années, c'est juste quelqu'un qui te dit quoi faire et t'es exécutant sous ce manager. Alors que maintenant, la vision du manager, pour moi, elle est beaucoup plus profonde. Et c'est ce que tu dis, c'est cet aspect très coach de se dire comment je vais faire pour que les personnes avec qui je travaille, elles deviennent 1000 fois en fait ce qu'elles sont capables de faire là maintenant et de développer tout ce qui est potentiel. Et ton objectif, enfin pour moi, un vrai bon manager, c'est quelqu'un qui va se dire, ben j'ai aucun souci à ce que cette personne me surpasse. Au contraire, j'ai envie qu'elle aille au-dessus de moi pour qu'elle soit ensuite capable de porter de nouvelles personnes et que ça fasse un peu un effet exponentiel finalement. Ouais, c'est exactement ça. En fait, tu me spoil encore la suite, Oh mais c'est pas mince, grave, on va revenir dessus après. Non, non, mais t'inquiète, mais ça veut dire juste qu'on est en phase sur c'est la vision ça. des choses. Moi, les plus beaux cadeaux que j'ai eus en tant que manager, c'est quand alors là, j'ai en tête 2 personnes, mais il y en a eu beaucoup qui m'ont dit, mais tu m'as permis de me révéler et de trouver ma place. Et ça, c'est juste, mais incroyable. Et effectivement, c'est accepter effectivement que la personne va être meilleure que soi. Clairement. Alors, j'enchaîne sur la suite, du Bah coup, vas-y, c'est ce l'autre que j'allais frein. dire maintenant que la transition est toute faite. Effectivement, on a ce côté bien souvent expert, très opérationnel, parce que il y a souvent des situations où on est nommé manager parce qu'on est le meilleur de son service à ce sujet. Sur un sujet commercial, un sujet marketing, un sujet financier, etc. Et effectivement, ça va être difficile de déléguer quand on va faire ce passage-là de collègue à collaborateur, parce qu'on se dit, ben, je suis le meilleur en fait. Et si j'ai été nommé manager, c'est parce que j'étais la meilleure dans mon domaine. Ouais, ok. À une époque, enfin, il y a 1 an, 2 ans, 6 mois. Et le but, ça va être vraiment de construire une équipe autour de soi où ce sont des experts qui vont t'aider à prendre les meilleures décisions et que tu vas accompagner à être dans leur zone de génie et dans leur zone d'expertise. Et c'est ça aussi un cap important à franchir dans son état d'esprit par rapport à la délégation. C'est, voilà, on n'est plus l'expert, on est la personne qui va accompagner ses experts à tout déchirer, etc. Et même quand on est manager, du coup, on se retrouve à... alors là, je parle de la partie salariat, mais après, je vais revenir aussi sur la partie entrepreneur. On se retrouve souvent, quand on passe de collaborateur à manager dans le même service, dans la même connaissance métier qu'on a de base, on va vouloir garder cet aspect opérationnel et stratégique en même temps. Or, on sait que quand on n'est pas focus sur quelque chose, c'est le meilleur moyen d'être bon nulle part. Enfin, non, je tourne peut-être mal la phrase, mais on a compris Mais le on a sens, compris. voilà. Euh, Il vaut mieux accepter de déléguer des choses pour que la personne ne fasse que ça et devienne vraiment expert de son sujet, plutôt que nous de vouloir gérer plein de choses différentes, mais être expert de rien. Et c'est justement le meilleur moyen de se planter et d'avoir des mauvais retours de son équipe ou de sa direction. Voilà. Vaut mieux s'entourer d'experts, accepter de travailler dans l'ombre. C'est le meilleur moyen de faire ressortir d'avoir une meilleure équipe, d'avoir de meilleurs résultats, etc. Et si je fais le parallèle avec le côté entrepreneur, là, je pense que ça va parler aux entrepreneurs qui nous écoutent. Quand on est solo dans son entreprise, ben, on fait tout. Le marketing, la communication, son cœur de métier, donc le coaching, la formation, etc. Et en fait, on fait plein de choses différentes, mais on a le temps de ne rien creuser. Donc moi, j'ai quelqu'un qui m'accompagne, qui est ma bras droit, qui est Alice. Bonjour Alice, si tu nous écoutes. À qui j'ai délégué toute ma création de contenu. Et j'étais là... Ouais, mais elle va le faire moins bien que moi quand même. Tu vois, j'avais quand même, je sais déléguer, mais j'avais quand même ce ressenti-là dans ma tête parce que c'est notre business, c'est notre bébé, quoi. Ouais. Mais en fait, elle écrit les descriptions de post Insta 10 fois mieux que moi. Elle est 10 fois plus rapide que moi dans certains visuels, etc. Et j'avais oublié que ça pouvait être ça. Ouais. J'avais oublié qu'on pouvait trouver des personnes meilleures que soi parce qu'en fait, elles sont dédiées à 100% à ça. Donc ouais, la délégation, c'est s'entourer d'experts autour de soi. Ouais. Pour qu'on puisse, nous, se remettre dans notre zone de génie et notre zone de talent réel. Ok, donc 4e frein, c'est le fait de se dire ah, merde, je vais plus être l'expert, quoi. Et je vais plus être le meilleur, le plus beau, le plus fort.
C'est ça, exactement. Et c'est accepter que les autres vont faire mieux que nous. Ouais. Tout à fait. Ok, avec ce changement de posture qui est super, super important. Super, très bien. Et je crois que tu nous as concocté un dernier frein, il me semble. Oui. Celui-là, c'est le plus fréquent. Alors, c'est marrant, je le mets en dernier. C'est la délégation, ça fait perdre du temps. On se fait souvent une montagne de tout ce qu'il y a à déléguer, du fait de transférer ses connaissances à quelqu'un, qu'on va devoir passer du temps à former la personne, etc. Et souvent, on repousse le moment de déléguer parce qu'on se dit, c'est pas le moment, là, j'ai pas le temps. Voilà. Alors, il y a deux choses par rapport à ça. Ça sera jamais de toute façon le bon moment. Et du moment qu'on commence à y réfléchir, ça veut dire que c'est déjà le bon moment, voire même que c'est déjà trop tard, presque. Il faut vraiment éviter de déléguer dans l'urgence, le speed, le stress, etc. si on veut bien faire les choses et que ça se passe bien avec la personne à qui on va déléguer. Et le deuxième élément un petit peu à changer dans son état d'esprit par rapport à ça, c'est vraiment de voir la délégation comme un investissement. Alors, on entend beaucoup ça. Là, on va dire que c'est la personne un peu en mode contrôle de gestion qui va parler. C'est un vrai retour sur investissement parce que oui, ok, on va peut-être passer 3 heures à expliquer quelque chose qui nous prend 1 heure à faire. Mais juste si on s'amuse à calculer sur une année le temps qu'on va gagner, c'est 1 heure fois chaque semaine fois 12 mois. Et si ça nous laisse le temps de coacher à la place, enfin du moins de faire une prestation qui est tarifée, qu'on vend, mais le retour sur investissement est juste incroyable. C'est clair. Et il faut juste en fait réfléchir comme ça et se dire, si je délègue cette tâche, ok, je vais perdre peut-être le double du temps à former quelqu'un au début, pendant 2 semaines, 3 semaines, mais le gain de temps derrière et donc le gain d'argent qu'il y a au fond, mais c'est énormissime et il faut vraiment réfléchir comme ça. Voilà. Donc, la délégation, ce n'est pas une perte de temps. Alors oui, peut-être au début, mais c'est surtout un investissement et il faut vraiment le voir comme ça. Ouais, tout à fait. Si ça te permet de gagner du temps sur ta zone de génie où tu as une vraie valeur ajoutée, c'est ça qu'il faut garder en tête et tu as totalement raison là-dessus. Ouais. Trop bien. Eh bien, écoute, je fais un récap des 5 freins pour que tout le monde les ait bien en tête. Premier frein, le manque de confiance en soi. Deuxième frein, le fait de vouloir tout maîtriser. Troisième frein, le fait de se sentir inutile. Le quatrième, c'est de ne plus être l'expert et d'être moins reconnu là-dessus. Et le cinquième frein, du coup, avoir peur de perdre du temps. Est-ce que j'ai tout bien compris? Est-ce que j'ai tout bien noté? On est tout à fait OK là-dessus. Super, trop cool. Et pour poursuivre, tu sais à quel point j'aime le passage à l'action. Donc, je vais te demander tes grands conseils, vraiment ceux qui sont indispensables pour toi pour déléguer efficacement et que ce soit le plus pertinent possible. Est-ce que tu as 2-3 trucs à nous mettre bien en tête? Le premier point qui me vient, c'est une délégation, ça se prépare. C'est pas « Salut toi, allez hop, je te donne ça, tu te débrouilles. » Enfin, j'exagère un peu, mais ça se voit tellement en entreprise. Enfin, c'est fou, quoi. Ou alors, c'est montré en 5 minutes et ça y est, t'as compris. Allez, salut. Hop, c'est fait. Et on revient jamais dessus. Voilà. Donc non, une délégation, ça se prépare. Alors, il peut y avoir un recrutement déjà pour quelqu'un pour faire ces tâches à déléguer. Donc, il y a aussi toute la phase de recrutement à faire avant. Mais si c'est quelqu'un qu'on a déjà dans son équipe, oui, ça se prépare. Et quand je dis la préparation, c'est noter les étapes de la tâche qu'on est en train de déléguer. Ou alors, moi, ce que j'adore faire maintenant, c'est des petites vidéos où je fais dans le détail toutes les étapes pour telle et telle tâche, des petits looms, par exemple. Ça, je sais que dans la délégation à ma bras droit, ça l'a beaucoup aidé à mieux appréhender ma façon de travailler, ma façon de faire les choses. Et là, je vais former quelqu'un dans mon ancienne boîte sur le métier que je faisais avant, je vais faire aussi des looms en fait, parce que sur des tâches très opérationnelles, ça fait gagner un temps fou et on n'a pas besoin du coup de passer beaucoup de temps à expliquer ça. Le deuxième élément, dans le sens aussi de la préparation, c'est d'être très clair aussi sur ce qu'on va déléguer. Parce que des fois, on peut se tromper dans la chose à déléguer. On a l'impression qu'on a des tâches qui nous prennent beaucoup de temps ou d'énergie. Et en fait, pas du tout. Il y a plutôt autre chose à aller creuser et à se débarrasser, entre guillemets, j'aime pas ce terme-là, mais voilà, dans son emploi du temps. Ce que je recommande, du coup, c'est de se chronométrer, les tâches qu'on fait pendant 1 semaine, 2 semaines pour savoir vraiment ce qui nous prend du temps ou pas. Ça serait du coup aussi dans la préparation à faire. Pour moi, il y a une phase où on doit auditer son temps et auditer son organisation, les tâches qu'on fait pour savoir ce qu'on doit déléguer. Dans le sens, ça nous prend du temps, mais aussi ça nous prend de l'énergie, ou alors on n'est vraiment pas bonne dedans et on préfère le donner à quelqu'un qui sera meilleur que nous. Et enfin, pour que ça se passe bien, c'est là aussi où c'est difficile et c'est là aussi où la délégation fait peur, c'est qu'il ne faut pas hésiter à faire des retours sur les choses qui vont et qui vont pas.
dans les deux sens. Parce que la personne en face de nous n'est pas dans notre cerveau. Donc, elle peut pas deviner si on trouve ça bien ou s'il y a des choses à améliorer. Donc, il faut être très clair dans la communication. Et il y a beaucoup de temps à passer au début sur les retours qu'on doit faire. Donc, ne pas hésiter à aller dans le détail et dans l'explication. Donc là, c'est plein de techniques de feedback. Bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais rester sur le factuel et de dire ce qu'on attend vraiment, le résultat attendu, ou tu pourrais faire ça, ou j'aurais plutôt vu les choses comme ça. Donc, les premières semaines, les premiers jours, vraiment être attentive à faire un maximum de retours, tant positifs que négatifs. Parce que la personne en face de nous doit savoir ce qu'elle fait bien et ce qu'elle doit améliorer. Si on dit rien, ça va rester sur des choses moyennes, et c'est le meilleur moyen pour avoir de la frustration sur la suite, en fait, de la collaboration. Ouais, tout à fait. La communication, de toute façon, c'est central. Je crois que je le dis assez régulièrement dans mes podcasts, mais c'est vrai que de manière globale, les feedbacks, quand tu délègues, c'est incroyable. C'est ce qu'il y a de plus puissant. Et on rentre pas dans le détail parce que c'est pas le sujet de ce podcast-là. Mais par contre, déjà, il y a des ressources qu'on peut trouver sur ton podcast à toi. Mais j'ai aussi sorti 2-3 épisodes, je crois, il y a quelques temps maintenant. Je les mettrai dans la barre de description, justement, sur comment faire un feedback, comment accepter aussi les feedbacks, parce que c'est pas parce que c'est vous qui déléguez que vous n'avez pas à recevoir aussi des retours sur comment vous bossez. Je trouve que c'est super important d'avoir des retours dans les deux sens. Du coup, je mettrai toutes ces ressources-là dans la description si jamais ça peut intéresser. Mais par contre, je rebondis. Alors, c'est toi qui m'as fait une transition parfaite, du coup, cette fois-ci, sur... Chacun son tour. sur justement, moi, ce qui m'intéresse, parce qu'on n'en parle pas assez, je trouve, dans les contenus de manière globale. Quand ça se passe pas bien, la délégation, comment est-ce qu'on fait? Alors moi, j'ai tout eu. J'ai eu les délégations qui se passaient bien et les délégations qui se passaient mal. J'ai vraiment tout eu. Alors, effectivement, il y a 2 éléments à checker. La personne à qui on l'a délégué, mais aussi soi-même. Parce que le premier problème, j'ai envie de dire, il vient de nous, tout simplement. Donc, ça revient sur ce que j'ai dit avant, c'est il faut qu'on s'assure que les process aient bien été transmis, qu'il n'y ait pas de zone d'ombre, d'angle mort dans le process qu'on a donné. Il faut vraiment ne pas hésiter à détailler, à surdétailler. Il vaut mieux que les process soient trop que pas assez. Donc, vérifier qu'il n'y ait pas eu de zone d'ombre, voilà, sur les process qu'on a transmis. Vérifier que nos attentes ont été clairement définies et données à la personne à qui on a délégué. C'est pas juste, par exemple, si je dois citer un exemple dans l'entrepreneuriat, c'est pas juste allez, vas-y, fais-moi ce visuel ou fais-moi cette description de post Instagram. Non, c'est alors les posts Instagram, j'attends de toi que tu les fasses aussi dans un ton, par exemple, fun, avec un call to action à la fin pour amener à commenter ou pour amener à télécharger une ressource. Il faut être clair, voilà, dans ce qu'on donne. C'est pas juste fais-moi les descriptions. C'est comment est-ce que tu veux que les descriptions soient faites et dans le plus de sens possible par rapport à ça. Dernier point à checker par rapport à nous, avant que je détaille aussi les éléments à checker par rapport à la personne qui a pris en charge nos tâches, c'est dans ce qu'on a transmis, est-ce que vraiment il y a des endroits où la personne à qui on a délégué va kiffer? On délègue pas que des tâches en fait, on délègue aussi des responsabilités. Le but, c'est pas juste de déléguer des choses sans aucun sens et sans aucun lien entre elles. Le but, c'est aussi d'intéresser la personne et de lui donner quel est un sens à ce qu'elle fait et dans le travail qu'elle fait. Et ça, dans le salariat, malheureusement, il y a beaucoup ce problème-là, c'est qu'on va déléguer, comme je disais tout à l'heure, des tâches un peu dont on n'a plus envie. On va se débarrasser de certaines tâches. Alors, oui, il y a des personnes que faire des tableaux Excel à longueur de journée, elles adorent ça. C'est mon cas, voilà. Mais il faut quand même avoir un but de pourquoi est-ce qu'on les fait, voilà. Et il faut être sûr que la personne en face, c'est ce qu'elle kiffe. Je vais pas déléguer des tableaux Excel à un créatif qui adore faire du design, quoi. Voilà, ça va le saouler et forcément la délégation va mal se passer. Donc, il faut pas juste déléguer des tâches, il faut que la personne trouve du sens à ce qu'elle fait et qu'on l'intéresse aussi en lui donnant des responsabilités. Alors pas de suite, mais qu'elle ait quand même un process de A à Z à suivre, qu'elle ait une implication aussi, un pouvoir de décision ou un pouvoir d'autonomie dans ce qu'elle fait. C'est hyper important. On parle beaucoup en ce moment qu'il faut du sens dans son travail et je trouve que dans le salariat, la délégation, des fois, n'amène pas ça. Et donc, c'est important de pas seulement donner des tâches, de donner aussi des responsabilités et que la personne devienne limite à terme responsable de A à Z de la mission qu'on lui a confiée. Voilà. C'est pas, comme tu disais, qu'un rôle d'exécutant. C'est aller au-delà de ça.
dans la délégation. Si je dois faire le parallèle maintenant avec l'entrepreneuriat, ma bras droit, ça fait 1 mois qu'on travaille ensemble. Là, maintenant, on est allé au-delà du contenu. Je lui ai demandé pour mon futur lancement de travailler toute la stratégie des stories Instagram, par exemple. Et là, j'ai vu, alors on était en visio, j'ai vu des étoiles dans ses yeux, voilà, parce que c'était pas juste de l'exécution par rapport à des consignes que je donnais, c'est vas-y, t'as les clés, maintenant c'est toi qui décides quelle stratégie on va mettre en place par rapport à ça. Alors on peut le faire de façon très ciblée, mais c'est important de donner au fur et à mesure de plus en plus de responsabilités. Alors oui, il faut un lâcher prise, oui, il faut accepter de le faire, hein. C'est pas évident, je dis pas que c'est facile, mais la délégation peut bien se passer que si aussi l'autre, il trouve un intérêt et kiffe ce qu'elle fait. Donc voilà, moi, je verrai ces 3 checks-là de notre côté. Donc, vérifier que les process soient clairs et détaillés. Vérifier qu'on a bien donné toutes nos attentes à la personne et les objectifs aussi. Et en 3, ne pas déléguer que des tâches, mais déléguer aussi des responsabilités et de l'autonomie à la personne. Ouais. Tout à fait, je te rejoins totalement. Et le rebond, justement, sur la partie entrepreneuriale, parce que je trouve que, déjà, au niveau salarié, tu as totalement raison pour avoir vu ce qui se passait en entreprise, dans différents types d'entreprises. Le sens qui est donné aux missions, généralement, elle est potentiellement compliquée à trouver parce que les entreprises savent pas faire et que, merci Covid, c'est quelque chose qui se met doucement mais sûrement en place. Il y a eu de belles prises de conscience autour de ça. Mais au niveau entrepreneurial, je trouve qu'il y a aussi cette difficulté de te dire, c'est un prestataire que je prends pour déléguer, généralement, parce qu'au début, quand tu es solopreneur, en tout cas, tu prends pas de personne en tant que salarié dans ta boîte. Donc, c'est encore une relation qui est un peu différente au niveau contractuel, en tout cas. Mais ça veut pas dire que, justement, de manière très opérationnelle, tu n'as pas à mettre tout ce sens dans la mission. Au contraire, parce que si tu veux que la personne et que ton prestataire soit au top, qu'il ait envie de s'investir et d'avancer avec toi, il faut qu'il ait cette partie responsabilité, autonomie, etc. Et je trouve ça vraiment super essentiel, en fait, à rappeler pour que, justement, même en tant qu'entrepreneur, c'est possible d'avoir une délégation de folie, quoi. Et puis, tu es en train de nous le prouver aussi avec Alice. Coucou Alice, de nouveau. Ouais, il faut pas hésiter. Et en plus, j'ai envie de dire, c'est encore plus nécessaire quand on est entrepreneur. Comme tu dis, c'est des prestataires qu'on a en face, donc c'est d'autres entrepreneurs en face de nous. Et on sait combien le sens, le pourquoi, la mission sont importants. Donc il faut se raccrocher à ça et on peut pas travailler avec des personnes avec qui ça va pas matcher, quoi, et qui vont se retrouver juste exécutant parce qu'on l'a décidé. Pas du tout. Je trouve que c'est encore plus important dans l'entrepreneuriat. C'est hyper important dans le salariat, mais il faut pas oublier, voilà, quand on est solopreneur, on va déléguer à des prestataires, c'est des entrepreneurs aussi. Ouais. C'est pas des chiens, quoi. Enfin, pardon de l'expression, mais ouais. J'ai mon monteur de podcast qui m'a dit, j'ai quand même vu des gens qui m'ont dit ni bonjour ni merci, quoi. Enfin, ouais. C'est quand même fou, voilà. C'est pas possible. On a des entrepreneurs en face de soi. C'est une relation en plus contractuelle, comme tu as dit, qui est très différente du salariat. Ça empêche pas de communiquer, ça empêche pas de faire des feedbacks. C'est nos égos, hein, entre guillemets, les personnes qu'on a en face de soi quand on est entrepreneur. Faut pas l'oublier. Ouais, tout à fait. C'est très, très important. Et donc ça, c'est de notre côté quand on commence à déléguer. Et tu avais un autre aspect, du coup, à nous partager ? Oui. Moi, je dis souvent que manager, c'est se remettre en question, mais y a aussi en face qu'il faut aller creuser, parce que la personne aussi peut juste ne pas être bonne dans ce qu'elle fait, tout simplement. Et on peut s'être trompé dans le choix de la personne aussi. Donc, une fois qu'on a checké notre côté, qu'on s'est assuré que tout était OK, là, par contre, il faut aller creuser. Est-ce que la personne est vraiment compétente ? Est-ce qu'elle est vraiment bonne dans ce qu'elle fait, etc. Alors, j'ai beaucoup recruté pour mon ancienne boîte. Pour moi, dans la délégation, c'est très proche du recrutement. C'est du moment qu'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et reculer le moment de la prise de décision, OK, je me sépare de cette personne, c'est engendrer de la frustration, c'est engendrer du travail supplémentaire. En fait, on n'ose pas dire stop à une collaboration qui se passe mal parce qu'on se dit « faut que je reparte à trouver quelqu'un, à reformer quelqu'un, etc. etc. » Mais combien de fois j'ai vu le fait que on n'osait pas mettre fin à une collaboration, finalement, au bout de 1 an, 2 ans, on décide de le faire. Et après, on trouve quelqu'un et on se dit « Waouh, mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt ?» Je vais faire un parallèle, désolé du parallèle, c'est un peu comme une relation amoureuse. Combien de fois on s'est retrouvés dans des situations en se disant « Mais non, ça va changer. » Voilà, ce genre de choses. Mais non, la personne, il va s'améliorer, voyons, voilà. Je vais attendre, ça va changer. Mais non, en fait, ça ne change pas. On le sait. On le sait. Mais quand on est dedans, on ne se rend pas compte. Voilà. Mais dans la délégation, c'est pareil. Si on ne met pas les choses en place dès le début,
La personne ne va pas changer au bout d'un an ou de 2 ans. Elle va rester sur ce qu'elle a appris, sur le cadre qui a été donné. Et elle peut, si elle n'est pas bonne dès le départ, elle sera pas bonne après. Voilà. Sinon, on a tout fait comme il fallait. Donc, il vaut mieux s'en séparer. Oui, ça fait mal. Oui, ça fait perdre du temps. Oui, on a perdu de l'argent. Mais ce biais de temps, alors il y a un biais cognitif, j'ai pas exactement le nom, qui dit qu'on a du mal à prendre une décision par rapport au temps précédent. On a du mal à mettre fin à une relation amoureuse parce qu'il y a toutes ces années passées ensemble et qu'on n'a pas envie de tirer un trait dessus. Mais dans une collaboration, c'est pareil. On a peur de passer à l'action et de se séparer de la personne parce qu'on se dit qu'on a investi 1 an, 2 ans, 6 mois, des semaines avec cette personne et qu'on veut pas balayer tout ça d'un revers de la main. Mais en fait, il vaut mieux le faire, prendre le courage de le faire parce qu'on va trouver notre pépite, quoi. Enfin, elle existe, elle est quelque part. Donc, il faut oser le faire et c'est une décision qui est très difficile à prendre. Et en plus, ça veut dire qu'il faut aussi prendre la personne et lui expliquer les choses. Là, pareil, c'est pas à mettre de côté. C'est important d'expliquer à la personne pourquoi est-ce qu'on met fin à la collaboration. Donc, on peut expliquer que on souhaite prendre quelqu'un plus expert sur ce sujet. Ou moi, j'ai déjà vu sur LinkedIn des personnes qui avaient arrêté toute collaboration pour reprendre en main l'ensemble de leurs tâches en tant que solopreneur parce qu'elles se sont rendues compte que la délégation, c'était pas pour elles. Voilà, il peut y avoir plein de raisons. Mais pareil, on a des humains en face de soi. C'est important d'expliquer pourquoi et aussi pour que la personne puisse s'améliorer après, tout simplement avec les futures collaborations qu'elle va avoir. Et ça, c'est compliqué à faire. Ça demande beaucoup de courage. Mais alors oui, il y a peut-être une peur de vexer l'autre. On va peut-être vexer l'autre en face de soi, mais il faut aussi agir de façon alignée avec ce qu'on pense. Et je pense que si on était dans la situation inverse, et si une collaboration s'arrête du jour au lendemain, soit dans une entreprise, soit en étant solopreneur, on aimerait avoir quand même une explication. Donc c'est important aussi de la donner et d'avoir le courage de la donner. Mais moi, je reste convaincue que du moment qu'il y a un doute, qu'on a checké, nous, de notre côté, si on avait fait comme il faut, et qu'on a essayé de recadrer, du coup, la collaboration en reprécisant les process, en faisant des feedbacks pour les choses améliorées, etc. Si on a fait les démarches dans l'ordre de notre côté, à un moment donné, il faut oser dire stop et prendre son courage à deux mains et le faire. Et ce sera bénéfique à la fois pour toi, oui, mais aussi pour l'autre personne en face. Enfin, si un truc qui se passe pas bien pour toi, c'est qu'en face, il y a aussi quelque chose qui se passe pas bien. Oui. Enfin, je veux dire, c'est dans les deux sens. Il y a une vraie charge mentale aussi par rapport à ça dans les deux sens. C'est, on va se focaliser justement sur ce qui va pas et on a quand même un sentiment de libération qui se fait. Et en plus, généralement, la pépite ou la bonne personne, on la trouve après. C'est souvent comme ça. Ouais. Parce qu'on sait en plus ce qu'il faut pas faire et on sait du coup ce qu'on ne veut pas. Comme profil, comme tâche peut-être aussi à déléguer. On peut revoir du coup ce qu'on avait prévu de déléguer. Mais ça nous permet de savoir aussi ce qu'on ne veut pas. Donc, faut pas hésiter à le faire plutôt que de s'embourber dans un truc qui va durer des années, des mois, alors qu'on pourrait être beaucoup plus efficace derrière si on accepte de repartir à zéro. C'est pas évident, hein. Mais j'ai déjà eu ce cas, voilà, où on s'est embourbé pendant des mois et des années et parce qu'on n'osait pas prendre la décision. Ouais, c'est ça. Il faut oser, il faut passer à l'action. Ouais, il faut oser. Il faut juste se dire, mais pourquoi pas en fait ? Pourquoi je trouverais pas la personne qui me correspond ? Pourquoi je trouverais pas l'expert que je recherche ? Pourquoi pas ? Ouais. J'ai vraiment l'impression qu'on fait du coaching love, là. La bonne personne est là. La bonne personne est là. Elle arrivera est dans quand l'univers. Voilà, elle viendra quand tu t'y attendras pas. C'est la loi de l'attraction, en fait. Exactement. Non, mais alors, moi, j'adore faire des parallèles entre le management et les relations amoureuses. Donc, mais c'est tellement ça, en vrai. C'est tellement ça, voilà. Parce que les relations amoureuses, c'est des relations humaines. Donc, la délégation, le management, c'est des relations humaines aussi. Donc, j'approuve ces mises en parallèle. Trop cool. Est-ce que tu avais d'autres choses à nous partager, alors, en termes d'astuces pour si jamais ça se passe mal ? Mais juste dire qu'il y a aussi des fois où ça se passe bien quand même. Oui, parce qu'on va pas finir sur une note comme ça. Voilà, il y a des fois quand même ça se passe très bien. Et souvent, on se fait, avant la délégation, des fois on se dit, on se met plein de scénarios du pire en tête. Et si ça se passe mal ? Et si j'aurais formé quelqu'un pendant des mois ? Et si elle s'en va une fois que j'aurais transmis toutes les connaissances et tout ? Ouais, et alors ? Enfin... Et si ça se passe bien ? Et voilà, ça peut mal se passer, mais comme ça peut super bien se passer. Voilà, faut... aussi imaginer, il y a des délégations qui se passent très bien du moment qu'on les prépare et qu'on cadre bien les choses.
et qu'on trouve aussi la bonne personne. Voilà, toutes les délégations ne sont pas vouées à l'échec, loin de là, et heureusement. Donc, on va finir sur cette note. Et si ça se passait bien, quoi. Ouais, clairement. Et on va pas se mentir. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut imaginer qu'on va faire si ça se passe bien? Ben, c'est plus de temps pour nous, c'est plus de temps pour être dans notre zone de génie et de talent, c'est plus de kiff dans notre vie professionnelle, c'est plus d'équilibre et moins de charge mentale. Voilà, enfin, c'est tout ça. Donc, c'est ça qu'il faut pas perdre de vue. Ouais, tout à fait. Et ça me permet de rebondir sur un dernier point qui, je pense, est important aussi pour ceux qui nous écoutent. C'est de se demander aussi pourquoi on fait ça, pourquoi on délègue. Pourquoi c'est important pour nous? Et le fait de mettre déjà du sens pour nous sur pourquoi c'est important de déléguer, ça me permettra d'être beaucoup plus pertinent sur tout ce que tu as abordé, sur comment je transmets les choses, pour quelles raisons je le fais, qu'est-ce que la personne va avoir comme rôle. Se poser la question à nous déjà, pourquoi je fais ça? Ce sera beaucoup plus simple de faire découler toutes les super choses que tu nous as partagées. Donc, merci pour ça. Et dernière question, je ne vais pas te laisser partir comme ça tout de même. Quelles sont tes actus? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Parle-nous un petit peu de tout ce qui se passe de ton côté. Alors moi, je suis partout. Non, je plaisante. Alors déjà, on peut me retrouver sur Instagram. Je suis assez active sur Instagram. Donc c'est @elodie.smile, S-M-I-L-E, parce que moi, je veux donner le sourire aux gens dans le management. On peut me retrouver aussi sur LinkedIn, mais voilà, là, j'y suis un peu moins. Donc je poste aussi là-bas, mais je suis un peu moins présente. J'ai aussi mon podcast Feedback, du coup, qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute et où je donne toutes mes astuces de leadership, management, mindset aussi, parce que je trouve qu'en fait, l'état d'esprit du management est très peu abordé dans les contenus sur le management. Moi, j'aime bien dire que j'ai pas envie de parler du management comme ceux qui sont en costard-cravate et dans les formations présentielles ultra théoriques qu'on a pu avoir quand on était salarié. Le management, ça peut être fun, ça peut être aussi une source de développement personnel, ça peut être un investissement sur soi, parce que moi, c'est vraiment ça que j'ai eu quand j'ai commencé à m'y intéresser vraiment. Donc voilà, il y a sur tous mes contenus, Insta, LinkedIn, podcast, c'est du management, du leadership, du dev perso. Et surtout, je relance pour la 3e fois ma formation, mon accompagnement de groupe, Manager 360, qui arrive début mars. Les portes ouvrent mi-mars. Alors, j'ai pas la date exacte encore, mais en tout cas, il y aura une masterclass, ça c'est sûr, le 7 et 9 mars, sur les idées reçues qu'on peut avoir sur le management et comment manager sereinement et avec confiance en 2023. Donc, j'invite tout le monde à se connecter à cette masterclass parce qu'il y aura full valeur qui sera donnée, bien évidemment. Du coup, il y aura aussi la formation derrière Manager 360, où c'est une formation de 3 mois, mais pour apprendre à manager sereinement, à prendre confiance en soi, à développer son leadership, et où on balaye en fait tous les éléments du management, que ça soit l'organisation, la délégation, justement, la communication et tout le mindset de leader à adopter pour manager sereinement ses équipes. Trop bien. Le programme a l'air béton et je sais qu'il est béton parce que je sais comment tu bosses, Elodie. Oui. Donc, allez, foncez. C'est de la bombe. C'est de la bombe. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Dans tous les cas, je mettrai tous les liens, pareil, dans la description. Foncez suivre Elodie pour toutes vos problématiques, management, délégation, leadership. C'est la bonne personne. Elle est au top. Donc, merci beaucoup, Elo, d'être venue aujourd'hui pour partager ton expertise, ta bonne humeur aussi, parce qu'on n'arrête pas de se marrer. Donc, moi, j'adore ça. Oui. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup, Julie, à toi pour ton invitation. Et ça a été un plaisir de parler de ça. De toute façon, je crois que je pourrais en parler des heures. Donc, merci beaucoup pour ton invitation. Je t'en prie. À très vite.